Surtout, restez avec nous. Après une courte pause, nos deux débats. Marie Laguerre et son avocate sont avec nous. L'agresseur de la jeune femme a été condamné hier à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Et pour le deuxième débat, nous partirons aux États-Unis visiter la Maison de l'Horreur. A tout de suite. Pour notre premier débat, nous recevons Marie Laguerre. Bonjour Marie, j'ai beaucoup de questions à vous poser, ainsi qu'à votre avocate qui est avec nous également, Noémie Saïdi-Cotier. Le procès de votre agresseur s'est tenu hier. Avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder le rappel des faits signé Vincent Fahandège. 2 mois après cette agression en pleine rue, le coup près est tombé. 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour l'homme qui a giflé Marie Laguerre. C'était en juillet dernier. La jeune femme, en rouge à gauche de l'écran, s'était vue jeter un cendrier avant de se faire agresser devant des dizaines de témoins. Et surtout, des caméras de surveillance. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation. Aujourd'hui, au palais de justice de Paris, c'est pour violence avec arme que l'homme a été condamné. Et c'est une victoire en demi-teinte pour la victime. Je pense qu'il n'a pas encore pris conscience, particulièrement à la fin quand il parle de sexisme, qu'il estime qu'il n'est pas du tout quelqu'un de sexiste. Ça montre qu'à mon avis, il a beaucoup à apprendre. Le harcèlement sexuel n'a pas été retenu contre l'agresseur, mais il en a été question tout au long des débats. Dans sa condamnation, l'homme a d'ailleurs obligation de suivre un stage pour la lutte contre les violences sexistes. Marie Laguerre, après l'agression, vous avez souffert d'anxiété et de troubles du sommeil. Ma première question, elle est simple. Comment allez-vous aujourd'hui ? Un peu mieux quand même. Enfin, c'est un chemin. Je suis suivie par une psychologue et puis ça prendra un peu de temps, comme n'importe quelle victime d'ailleurs. Quand vous traversez la rue, Marie Laguerre, est-ce que parfois vous êtes plus craintif qu'avant? Est-ce que vous avez peur? Comment on vit après une telle épreuve? Oui, évidemment que j'ai plus peur. Comme je disais, ça va crescendo de mieux en mieux, mais il y a des moments où c'était vraiment très difficile. C'était vraiment une source d'anxiété. C'était épuisant d'être dans la rue, épuisant vraiment, parce que j'étais tout le temps sur le qui-vive, tout le temps tendue. Sur vos gardes. Exactement, par la simple présence d'hommes. Alors évidemment, je sais très bien que tous les hommes ne sont pas des harceleurs ou des agresseurs, c'est une évidence. Mais quand on s'est fait agresser une fois, malheureusement, chaque présence devient une source d'insécurité, une agression potentielle. C'est triste, hein, mais c'est le traumatisme. Est-ce que dans la rue, on vous reconnaît? Est-ce que des gens vous parlent de l'affaire et maintenant, depuis hier, du procès? Oui, j'ai reçu énormément de messages, j'ai pas encore pu y répondre. Dans la rue, ça m'est arrivé ponctuellement d'être reconnue. C'est assez étonnant, c'est assez surprenant comme sensation. Mais enfin oui, on m'en parle beaucoup, même des amis que j'ai pas eu depuis longtemps et que je revois. C'est souvent un sujet qui revient, oui. Et quand vous êtes reconnu, que vous disent les gens? Ils viennent vers vous, ils vous parlent de l'affaire? Il y en a qui me disent que j'ai été très courageuse, qui me disent merci, qui me soutiennent. Donc c'est plutôt positif et c'est très très touchant d'entendre ça et de le lire aussi. Il y a maintenant forcément une exposition médiatique. Oui. Est-ce que parfois vous la regrettez, cette exposition, voire cette surexposition? Alors, je la regrette absolument pas. Si j'ai fait tout ce combat, c'est-à-dire incluant répondre à tous les médias de la meilleure façon que j'ai pu, c'est pas pour moi, c'est pas du tout pour ma personne, c'est pour vraiment dénoncer des choses qui sont graves, des choses qui arrivent quotidiennement. Et c'est vraiment pour essayer de porter la voix, non pas de mon agression, parce que finalement mon agression, bon, c'est un fait, mais pour porter la voix de toutes les femmes qui n'en ont pas forcément la possibilité ou pas forcément la force, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout de porter ce message à visage découvert comme je le fais. C'est pas facile, c'est très éprouvant, mais c'est extrêmement important de le faire pour moi, parce que la situation est grave, la situation est urgente pour les femmes et pour l'humanité. Justement, vous parliez de voix. Est-ce que vous avez conscience ou envie d'être vraiment la voix de toutes ces femmes qui subissent des violences, quelles qu'elles soient? Je ne pourrais pas demander à être la voix, puisque je pense que toutes les femmes, il y a énormément de femmes qui se battent et elles ont toutes une voix à apporter. Mais si je peux faire partie de ce paysage de personnes je fais du mieux que je peux pour inspirer ou pour montrer l'exemple, ou en tout cas pour dénoncer et pour dire des choses qui me semblent importantes. Dans ce cas-là, oui, je le fais avec plaisir. Alors vous êtes avec votre avocate, Noémie Saïdi-Cotier. Hier, c'était le procès. Que pensez-vous de la condamnation de l'agresseur? Quel est votre commentaire? La condamnation, elle correspond peu ou prou à ce que nous, ce qu'on a souhaité et ce qu'on a expliqué au long du procès. Donc on était assez satisfaites, Marie et moi, je pense. Et surtout, symboliquement, puisqu'il n'était pas renvoyé pour des violences sexistes,
On était vraiment très satisfaite de l'obligation qui lui a été faite de subir à ses frais, de suivre un stage de sensibilisation aux violences sexistes. C'était quelque chose qui était très important pour nous. Et donc, quand effectivement la présidente a lu le verdict, on était vraiment ravis de cette obligation. Néanmoins, est-ce que vous regrettez que ce procès n'ait pas été celui des violences sexistes ? Quelque part, c'est ce qu'on se disait avant de venir, il l'a un peu été. Il l'a un peu été parce que, quand bien même il n'a pas été renvoyé pour ça, on a pu le dénoncer, on a pu en parler largement. L'instruction du procès a été menée intelligemment par la présidente qui en a parlé, qui a très vite fait remarquer le caractère sexiste du comportement du prévenu. Et puis la procureure également, Marie a pu le dire à la barre. Donc ça a été vraiment en débat. Donc on peut dire que ça a été le procès des violences sexistes finalement. Georges Fenech, bonjour, ancien magistrat, consultant CNews. Vous êtes souvent avec moi. Alors, le harcèlement n'a pas été retenu parce qu'il faut une répétition et l'outrage sexiste n'est entré en vigueur qu'après les faits, finalement. Oui, vous avez très bien résumé la situation. Donc, nous sommes dans une agression sexiste unique, c'est un fait unique. Et la loi prévoit la répétition pour pouvoir retenir le harcèlement. C'est pour ça qu'on a effectivement adopté une simple contravention, d'outrage, une simple contravention qui est très difficile à prouver. Moi, je me demande si on est vraiment allé au bout de la logique législative. Est-ce qu'on n'aurait pas pu refaire un texte qui incrimine le harcèlement unique? Pourquoi avoir besoin d'une répétition pour démontrer qu'il y a un délit, un vrai délit, qui, on le voit bien, provoque un vrai traumatisme sur la voie publique? Je pense que le débat n'est pas clos sur le plan législatif. Noémie Saïdi-Cotier, je vous voyais acquiescer. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est que pendant l'enquête, avant le renvoi devant une juridiction, le harcèlement sexuel avait été retenu par le parquet. Donc la personne qui était recherchée, le suspect, elle était pour des faits de harcèlement sexuel. Et ce que Marie disait, c'était que l'acte, s'il a été unique, il a duré. Il a duré et que ça pouvait constituer cette répétition. Il est évident que je crois que c'est le message de Marie Laguerre. Elle aimerait qu'il y ait un débat à nouveau parce que cet outrage, il n'est pas suffisant. Alors c'était ma question suivante. L'affaire a été extrêmement médiatisée. Il y a vraiment une prise de conscience. Pour vous, il faut que s'ensuive un vrai débat national autour de cette question ? C'est sûr, de toute manière, prise de conscience, il y en a de plus en plus. Et derrière, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Et en effet, je pense que la justice, elle nous l'a prouvé de nombreuses fois par le passé, qu'elle n'est pas toujours juste envers les femmes. On a parfois une justice patriarcale qui va condamner des violeurs à des peines ridicules, qui ne donne pas justice aux victimes, qui va remettre la parole en question. Donc je pense que oui, il y a un vrai questionnement à se poser sur certaines lois. Peut-être, voilà, comme vous l'avez dit, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que finalement, il faut vraiment une répétition pour caractériser le harcèlement? Je trouve que c'est une question qui est très intéressante à poser. Néanmoins, Georges Fenech, on a l'impression que désormais, grâce à Marie Laguerre, si je puis dire, mais grâce à l'expression de sa parole, aussi à ce jugement, la parole des femmes va être davantage écoutée, et je dirais même considérée. On peut que l'espérer. Les hommes que nous sommes sur ce plateau, l'avocat ici présent aussi, on ne peut qu'espérer que la parole des femmes soit entendue à sa juste valeur. Moi, je me souviens que pendant des années, les viols, par exemple, étaient correctionnalisés. Ils n'allaient même pas en cour d'assises. On les jugeait rapidement devant des tribunaux correctionnels. Il a fallu des combats de femmes, comme Gisèle Halimi, on se souvient à l'époque, pour faire en sorte que les viols soient bien jugés par les cours d'assises. Et le combat que mène Marie Laguerre aujourd'hui est du même ordre, finalement, c'est-à-dire la prise en conscience de la gravité du traumatisme. Et donc, il faut que le tribunal correctionnel puisse juger ces affaires à leur juste mesure. Pierre Ourcade, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris. Vous vouliez intervenir sur le sujet. Oui, parce qu'on est dans cette actualité également aux États-Unis, et notamment aujourd'hui et demain avec la nomination du juge Brett Kavanaugh. Et l'Amérique a un temps d'avance dans ce domaine avec le mouvement MeToo. Donc, puisqu'on va parler de la maison de l'horreur et de la Californie, je voulais soulever ce point. Le fait que les Américains ont pris conscience plus tôt que nous de ces agressions et des réactions qu'on venait d'y apporter. Marie Laguerre, est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être devenu aujourd'hui un symbole ? J'ai le sentiment seulement parce qu'on me pose la question. Est-ce que le mot vous convient ? Enfin, pourquoi pas. En vrai, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que moi, je le vis de l'intérieur. Donc, je pense que c'est quelque chose plutôt, une question qu'il faut poser aux autres, en fait, ceux qui décident de me voir. Si je vous pose la question, c'est parce que j'ai quand même l'impression que depuis votre affaire, il se passe quelque chose. Je le disais, une prise de conscience. Donc, est-ce que vous voulez formaliser ça, créer une association, devenir une sorte de porte-étendard de la voix des femmes ?
pour Alors, la suite? Ça, c'est certain que je veux continuer à m'engager. D'une part, Comment vous pouvez vous Alors, engager? mais justement, c'est la question. Je vais réfléchir à quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure chose à faire. Mais j'estime que j'ai à la fois, c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi. J'étais déjà engagée avant, mais on va dire à une audience beaucoup plus petite, celle de l'ordre de mes amis. Maintenant, donc il y a cet engagement qui existait et j'estime avoir une responsabilité parce que j'ai quand même la chance de pouvoir porter une voix, d'avoir une audience, d'avoir un contact avec les médias. Et je pense que j'ai une responsabilité d'utiliser ce pouvoir finalement pour continuer à faire avancer les choses. Je pense que c'est une responsabilité que j'ai. Donc oui, si je peux continuer, je vais continuer et je vais réfléchir comment. Cette caisse de résonance, parce que maintenant votre voix apporte, justement, Noémie Saïdi-Cottier, comment vous pensez que Marie peut formaliser cet engagement? Elle l'a dit. Comment vous la conseillez? Non, alors c'est elle qui. Oui, mais vous la conseillez. Moi, je la conseille sur le droit, Oui. et je crois qu'on est d'accord là-dessus. Pour le reste, elle a déjà mis en place des choses. Hein. Sa vidéo, ce qu'elle a posté, ça a été vu par 8,8 millions de personnes. C'est énorme. Mais la sienne, même pas celles qui ont été repostées. Donc c'est énorme. Elle a reçu des milliers de témoignages de femmes que j'ai pu lire pour certains. Elle a également cette pétition qui a été signée, qu'elle a écrite, qui a été signée par 77 000 personnes, donc c'est énorme. Donc elle a déjà commencé à mettre un petit peu les pions pour avancer. Et aussi, c'est pas sans risque qu'elle le fait parce que, je crois qu'il faut le dire, en tout cas moi, je peux le dire, Allez-y. elle reçoit des milliers et des milliers de messages d'appels au viol, d'appels au meurtre, insultants, et c'est abject. Et il va y avoir une plainte de déposer pour ça, mais c'est pas sans risque. C'est-à-dire qu'elle a des messages qui sont très menaçants et qui, moi, me font peur pour elle parce qu'on appelle à la frapper dans la rue. Mais quel type de message sur les réseaux sociaux réseaux sociaux. Des messages privés qu'on m'envoie ou des commentaires postés sur mon mur. J'ai reçu des messages qui disent je te viole, grosse salope, fais-moi une gorge profonde. C'est une honte, ça. C'est horrible. Ou des choses qui disent si je te croise, je te défonce, ou l'autre timbré aurait dû vous tuer. Et c'est Enfin, tous les des choses- jours et c'est. Ça, c'est caché sous l'anonymat des réseaux sociaux. Il n'y a pas ça dans la rue quand on vous voit. Non, pas du tout. Voilà, c'est Mais les il faut gens qui savoir que les personnes qui font ça sont très souvent des lâches. Hein. Oui, c'est le côté obscur, lâche, nauséabond des réseaux sociaux, Voilà. c'est-à-dire les gens qui se cachent derrière l'anonymat pour vous insulter. Et ça, je trouve que c'est Je ne très savais pas important. que vous viviez ça. Je les ai en fait partagés moi sur mon mur Facebook pour montrer, sans cacher les noms, parce que bon, ils ont qu'à assumer s'ils me l'ont envoyé. Mais je trouve que ça soulève un débat qui avait déjà été soulevé auparavant, très important sur le cyberharcèlement, et malheureusement particulièrement sur les femmes, parce que c'est vrai qu'il y a des violences il y a des violences vis-à-vis des personnes qui vont s'afficher sur les réseaux sociaux, mais vis-à-vis des femmes c'est encore pire, et il y a des femmes comme Marion Séclin qui a reçu mais des milliers ou des dizaines de milliers de messages, mais absolument mais ignobles. Et Maître, donc une dernière question pour conclure ce débat. Vous allez déposer plainte? On va déposer plainte. Et ce qui est important, c'est que certaines de ces personnes témoignent, écrivent à Marie avec leur nom, en leur nom. C'est que des hommes, que des hommes. Et hier, on m'a reproché de parler de Simone de Beauvoir. Et ça me fait penser à ce qu'elle a dit aussi. Une femme qui n'a pas peur des hommes fait peur aux hommes. Et je crois que c'est clair. C'est bien ça. Mais je partage votre révolte. Je vous remercie d'être venu en parler aussi librement. Et je partage votre révolte, ce dégoût des messages que vous recevez.